Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce dimanche 27 août 2023. Cela fait donc exactement un mois aujourd'hui que les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ont pris le pouvoir ici au Niger. Un mois sur lequel nous allons donc revenir avec notre invité du dimanche qui est aujourd'hui le professeur Issoufou Yahaya. Il est historien et politologue enseignant à l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Labari pour parler donc de ce premier mois de gestion du pouvoir par les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP. Et c'est justement sur ce mois d'action des nouvelles autorités installées au Niger que nous proposons de suivre ce reportage dans lequel nos reporters ont interrogé justement quelques citoyens sur leur appréciation de ces 30 jours à la tête du pays passés par les autorités militaires. Le reportage est signé Sakina Gazibo et Aboubakar Souley. Un mois s'est écoulé depuis le renversement de la 7e République du sieur Mohamed Bazoum par le CNSP. Il est certes très tôt de dresser un bilan, mais les citoyens ont donné leur opinion sur ce laps de temps. En un mois, si vous constatez comment les Nigériens sont en train de soutenir le CNSP, ça veut dire que c'est une situation positive pour tous les Nigériens. Parce que dans notre intégralité, aujourd'hui, on a eu le droit de s'exprimer et de dire ce qui ne va pas et ce qui va. Et on a eu aujourd'hui toutes les opportunités de s'exprimer sur toutes les situations du Niger. Et ce coup d'État a été vraiment un salut pour le Niger. Il faut s'en féliciter. D'autant plus que ça a trouvé le pays dans une situation de crise sécuritaire sans précédent et aussi le système éducatif qui est à terre. Ça fait les 1 mois du CNSP et qu'on a déjà eu beaucoup de changements par rapport à la situation de notre pays. Parce que si vous reculez un mois en arrière, vous allez constater que beaucoup de choses ont changé. Et on a foi à nos forces, à nos autorités en place que ça va changer. Et Inch'Allah, ils sont là au nom du peuple. Ces citoyens ont également des messages à l'endroit des nouvelles autorités du pays. Nous attendons de ces membres du CMS que moi je surnomme les héros de l'indépendance totale, d'essayer d'écouter le peuple parce qu'il faut qu'ils se mettent en tête que le peuple aussi a joué un rôle très important, n'est-ce pas, dans le processus. Donc nous attendons d'eux vraiment une certaine, comment on appelle, transparence de la gestion des affaires publiques et aussi de faire en sorte que les troupes françaises quittent. Je voulais que le général Tchani prenne une décision. Les gens qui ont été chassés là-bas de leur maison, de leur propre maison, aux compagnies 6e, de les faire ramener. Il y avait eu des détournements de deniers publics, des corruptions, tout ce qui gangrène la société, il a eu à faire. Et on pense que cette année, ces gens-là, ils vont mettre fin à cela. Et on en voit, et le peuple est derrière le CNSP. Aujourd'hui, les Nigériens, dans leur intégralité, attendent un changement. Un changement sur tous les axes. Parce que si aujourd'hui, il y a des terroristes, ou il y a des organisations, où il y a des petits vols organisés, il faut savoir que c'est le chômage qui est très souvent à la cause de tout cela. Donc le CNSP doit s'arranger vraiment à chercher les voies et moyens pour essayer de mettre cette jeunesse à l'abri de tous ces facteurs. Les attentes légitimes du peuple qui feront sans nul doute l'objet d'une attention particulière de la part du CNSP pour le bonheur de l'ensemble des Nigériens. Voilà, donc, professeur, on vient de suivre cet élément sur les réactions de quelques citoyens nigériens après ces 30 jours donc, de
du CNSP à la tête de notre pays. Ça fait donc un mois aujourd'hui, on va dire que notre pays, le Niger, est dans une nouvelle étape, une nouvelle période de sa vie démocratique et de sa vie politique de façon générale. Vous, en tant que politologue, quelle appréciation vous faites de ces 30 jours de ces autorités militaires à la tête de notre pays? Merci, M. Albrazak, pour cette invitation. 30 jours, c'est peu pour se prononcer, mais on peut aisément dire que le peuple nigérien est dans une étape et une phase de libération. On peut le dire sans se tromper que le peuple nigérien est aujourd'hui en tout cas déchaîné au niveau des mains et au niveau des pieds. Il reste juste que la force internationale présente au Niger plie bagage. Donc globalement, on peut se satisfaire du fait que le Nigérien a retrouvé la parole. Déjà. Il a retrouvé aussi tous ces droits qui avaient été suspendus par la volonté d'un homme, mais aussi par l'humeur d'une personne et la condescendance d'une certaine classe politique qui, pendant une décennie, a estimé que le Niger était sa propriété et que les gens pouvaient tout se permettre. Oui, alors si peut-être un mois c'est assez tôt pour apprécier, mais on a vu quand même des déclarations d'intention de ces nouvelles autorités. Je parle des autorités du CNSP. Il y a déjà cette question donc, de la coopération avec la France, coopération militaire notamment, mais il y a aussi d'autres déclarations d'intention. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu assez de temps, vu tout ce qui se passe autour de la reconnaissance déjà de leur action du 26 juillet dernier, au niveau de la communauté internationale, la CEDEAO d'abord, mais sur la base de ces déclarations d'intention, est-ce qu'on peut, au-delà du fait, par exemple, que vous avez dit que la parole a été libérée, le droit s'exerce de façon maintenant beaucoup plus pleine, est-ce qu'on peut aussi apprécier ces déclarations d'intention de ces autorités? Alors, une chose est certaine, c'est que le Niger revient de loin. On ne sait pas encore les tenants et aboutissants du coup d'État qui a eu lieu, mais on constate que jusqu'à ce coup d'État, le Niger n'appartenait plus aux Nigériens. Que ces accords de défense et ces accords de coopération militaire avaient plus de valeur que la constitution qui avait, que tout ce que le peuple nigérien avait comme en sa possession, que finalement les vrais propriétaires du Niger, c'était ceux-là qui refusent aujourd'hui de partir. Que ce soit l'ambassadeur de France ou les militaires français qui sont installés. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on aille à l'erreur, puisqu'il faut avoir à l'esprit ce qui s'est passé en Libye. C'est un prétexte juridique fallacieux, donc sécuriser les populations civiles, qui a permis d'acter des décisions qui avaient déjà été conçues, intellectualisées et mises en œuvre. Donc moi je pense, par rapport à l'ambassadeur, de toutes les façons, il va partir. Tôt ou tard, il va partir, ça ne sert à rien d'aller le chercher. Moi je pense qu'il ne faut même pas lui couper l'électricité, il faut même lui amener à manger au cas où il n'aurait pas. Maintenant, par rapport aux Français, aux militaires français qui sont présentement au Niger, je pense que cette dénonciation, elle a aussi un fondement juridique, puisque c'est d'État à État et qu'ils ne sont pas là au nom du président Bazoum ou surtout du président Issoufou, puisque c'est lui qui a acté leur venue. Donc tôt ou tard, ils vont partir. Et qu'il ne faut pas aussi que les Nigériens perdent de vue que l'avenir du monde libre se joue ici présentement. Et que le mois écoulé a été juste un temps de sursis pour les uns et les autres, et que il y a, je dirais, 50-50. Les Français n'ont pas encore renoncé à leur volonté d'intervenir. Il faut que chacun reste sur ses gardes et que de l'action de la population va se décider leur départ définitif. Oui, d'accord. Vous avez bien sûr anticipé sur ces questions de la France et de son ambassadeur qui a été donc sommé de quitter maximum ce soir à minuit. Mais je voudrais quand même vous entendre sur ce que ces nouvelles autorités ont annoncé pour justifier leur venue au pouvoir, la gouvernance sécuritaire, la gouvernance sociale et économique. C'est des déclarations d'intention, c'est vrai, mais
qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce qu'ils ont annoncé, au vu aussi de toutes ces rumeurs qui tournent autour de ces événements du 26 juillet? Il y a eu beaucoup d'annonces, et des annonces plus ou moins directes ou indirectes. Alors quand il y a eu le coup d'État, les justifications qui ont été apportées s'adressaient plus à l'ancien président qu'au président Bazoum. Il n'est pas à dédouaner parce qu'il est un élément de ce système. Oui. Mais est-ce que finalement il n'y avait pas deux présidents au Niger, un président non exécutif et un président exécutif qui est dans l'ombre et qui continue à tirer les marrons du feu? Donc ce coup d'État a clarifié quelque chose que tout le monde connaît, que les gens n'osaient pas dire, c'est que, comme je l'ai dit, le Niger n'appartenait plus aux Nigériens. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, le deuxième élément de le coup d'État, c'est cette volonté de se soustraire à la tutelle des politiciens ou d'un parti unique et en même temps à la tutelle des vrais propriétaires du pays qui est l'État français. Donc sur ce point, on se rend compte que contrairement à d'autres pays, les Nigériens auraient pu, dans un sursaut de responsabilité, faire face à leur avenir entre eux. Mais qu'il y ait un balai diplomatique international pour finalement trouver une solution pour le Niger. Pour les Nigériens, je pense qu'il y a un manquement dans notre histoire, dans notre sociologie et aussi tous ceux qu'on qualifierait de grands témoins finalement n'existent plus au Niger. Ok. Alors cette solution entre Nigériens sans l'avis et l'apport des autres, qu'est-ce qu'elle peut bien être selon vous? Puisqu'on entend beaucoup justement le dire, il faut que la solution soit trouvée entre les Nigériens. Quelle peut être cette solution entre nous Nigériens aujourd'hui? Alors, je pense personnellement que une partie des cartes pour la sortie de cette crise, elle est entre les mains du président Bazoum. Je pense que c'est l'occasion pour lui de montrer son vrai nationalisme. Puisque durant les 2 ans, je ne pense pas qu'il ait posé des actes gravissimes comme l'ancien président l'avait fait, de nature à lui permettre de ne plus avoir une existence. Je pense que notre pays, il faut voir ce qui se passe au Soudan. Il faut avoir à l'esprit ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Il faut avoir à l'esprit ce qui est arrivé en Somalie, en Libye. Alors, est-ce que aujourd'hui, casser le Niger va dans l'intérêt du président Bazoum? Je pense que tous ceux-là qui sont va-t-en-guerre devraient raison garder, s'asseoir autour de la table, donner une sortie honorable au président Bazoum et maintenant prendre en main notre destin, puisque tous les peuples du monde ont passé par là et que le Niger ne devrait pas faire exception pour aller vraiment dans la marche pour l'indépendance politique, économique, sociale, culturelle, en tout cas, et tout ce qu'on peut ajouter. La carte, donc, pour vous, c'est qu'il démissionne, qu'il acte sa démission? Je pense qu'il sortirait infiniment grand s'il prenait cette décision, et je pense que c'est quelqu'un qui est au fond pas mauvais. C'est quelqu'un qui n'est pas méchant en lui-même. C'est quelqu'un qui a toujours servi le pays, quand bien même tous ceux qui ont servi Mahamadou Issoufou, c'est dans la limite où il les a mandatés. Donc c'est quelqu'un qui peut vraiment voir le Niger plus que sa propre personne, et je pense que c'est mieux pour tout le monde. Même un mois après, qu'est-ce que ça aura comme valeur? Puisque quand même un mois, il y a eu tout ce qu'il y a eu comme menace, comme intimidation, comme souffrance déjà que les populations ont subi. Et même un mois après, ça aura sa valeur, vous estimez? Je pense que c'est même l'occasion pour lui de démontrer d'abord qu'il a été tenace, que c'est un dur à cuire, mais en même temps c'est un nationaliste, c'est quelqu'un aussi qui peut voir l'intérêt général
au-delà de sa propre personne. Ok. Alors, on va parler justement, vous avez assez évoqué son nom, l'ancien président Issoufou Mahamadou. Vous disiez qu'il y avait 2 présidents à la tête, un exécutant et un non-exécutant. Il y a eu aussi, dans le cadre de ces événements du 26 juillet dernier, beaucoup d'incriminations vis-à-vis de l'ancien chef de l'État, comme quoi il serait carrément même derrière ce putsch, puisqu'il ne l'a pas condamné, les nouvelles autorités n'ont pas pris encore de mesures vis-à-vis de sa personne. Ça rajoute un peu à une certaine incertitude au sein de l'opinion. Bon, vous savez, comme je l'ai dit, on ne connaît pas encore les tenants et les aboutissants de ce coup d'État. Okay. Mais ce qu'on sait de manière claire aujourd'hui, c'est que sans polémiquer, c'était lui qui a signé les accords attentatoires à l'indépendance du Niger. C'est lui qui a vraiment plié le Niger pour le mettre entre les mains des Français. Il a fait une gestion sécuritaire de plus médiocre. Et dans sa gouvernance, je pense que l'histoire retiendra que Mahamadou Issoufou a été vraisemblablement le président du Niger le moins capé, qui a mis en avant sa personne, son humeur, sa suffisance, qui a mis en avant donc toute, bon, pour moi c'est l'État au-dessus de ce que devrait être la vraie gouvernance politique. Donc les fameux passe-droits, la corruption, le détournement, regardez l'affaire du ministère de la Défense, les minutes Areva, etc., etc. Durant la décennie du président Issoufou, c'est un Niger autre qu'on a vu au lieu de celui qui devait exister, donc un Niger caractérisé par toute cette art et finalement juste pour le bonheur et la suffisance d'un seul individu. Alors, toute cette art, jusqu'à aller provoquer un coup d'État, vous êtes de ceux qui pensent qu'il peut aller jusqu'à cela, puisque beaucoup le donnent comme auteur, enfin instigateur de ce coup d'État. Est-ce que vous êtes de ceux qui... Je n'ai pas d'éléments personnels qui accréditeraient qu'il serait l'auteur ou co-auteur ou il aurait joué un rôle important dans ce coup d'État. Toujours est-il que le coup d'État a eu lieu. Et depuis ce coup d'État, il n'a plus cette capacité d'intervenir dans les affaires de l'État comme on le voit à l'international, où il dévançait le président Bazoum, ou bien partait en même temps que lui, ou bien partait juste après lui pour montrer que bon, le pays, c'est lui. Mais c'est parce que le président Bazoum n'est pas là. On dit aujourd'hui qu'il tente de négocier justement entre le président Bazoum et les nouvelles autorités. Moi, il est encore là. Je vais vous dire mon sentiment. Oui. C'est que si le président Issoufou devrait jouer un rôle dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le Niger et les Nigériens sont foutus. Parce que c'est lui par lequel le mal est arrivé ne devrait pas être celui par lequel la solution devrait venir. Voilà. Merci professeur. On va poursuivre en suivant justement un autre élément, toujours en lien avec ces événements du 26 juillet dernier. Il y a eu depuis plusieurs manifestations de soutien, notamment au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, des manifestations au cours desquelles malheureusement il y a eu certaines violences, et les responsables des différentes organisations de la société civile qui ont parfois appelé à ces manifestations ont interpellé et demandé donc la retenue dans ce reportage signé Ibrahim Abdou et Boubacar Ibrahim. Depuis en effet les événements qui ont coupé court au régime de Mohamed Bazoum, il n'a pas été rare de voir ici et là des Nigériens s'exprimer de manière violente sur d'autres Nigériens pour des simples divergences d'opinion. Quelle devait normalement être la responsabilité des acteurs sociaux dans ce sens? Regrettant les incidents isolés, Michael Zodi et Mousselmi Sita réagissent et interpellent les manifestants en ces termes. Nous pensons que la révolution ne se fera pas dans la violence. La révolution ne se fera pas dans ce genre de comportement. Et ce sont des cas isolés et négligeables, si on peut le dire. Donc je pense même que cette révolution qu'on a engagée, c'est de façon pacifique. Nous allons organiser nos manifestations de façon pacifique. Nous allons organiser nos meetings de façon pacifique, nos sittings de façon pacifique, que personne ne touche à personne. Et c'est ça la démocratie, et c'est ça l'élan patriotique. Aujourd'hui, on ne peut pas vouloir créer la cohésion, l'unité autour de cette question-là sans pour autant voir que nous tous nous sommes des Nigériens.
Et si qu'on aura à détruire, on détruit le Niger. Donc pour nous, vraiment, tout est pacifique et les gens doivent. L'objectif principal qui est là, qui est devant nous, c'est de créer les conditions d'une souveraineté de notre pays. Et ça, là, ça se fera dans un élan patriotique et pacifique. On n'agresse personne. Il y aura des think-tanks qui seront organisés devant la base française. Que personne ne rentre dans cette base-là, que personne ne jette une pierre, que personne n'essaye d'agresser X ou Y, qu'on reste assis pour dire que c'est chez nous et on veut que vous en allez. Et c'est ça la démocratie. La société civile a été aussi à l'avant-garde de la sensibilisation des populations concernant toute violence par rapport aux actions que la société civile est en train d'amener. Donc c'est pour dire que honnêtement, je pense que la société civile est en train de jouer sa partition, non seulement en termes de mobilisation, mais surtout d'une mobilisation responsable. Parce que la mobilisation responsable, ce sont que depuis lors, ce sont des manifestations pacifiques et qu'à chaque fois dans les appels, effectivement, on interdit aux participants à toutes ces manifestations-là de s'attaquer à quelque intérêt que ce soit ou au bien public. Ils invitent par ailleurs les autres dans ces contextes à faire taire leur point de vue face à certains rassemblements. Et que certains cessent de faire une provocation. La provocation, c'est quoi? Quand vous allez voir un rassemblement qui dit non, effectivement, à l'agression que vous venez pour dire que non, c'est Bazoum, ça veut dire que c'est une provocation. Ce genre d'attitude aussi, je demanderai aux autres aussi de cesser ce genre de provocation. Je pense bien que nous allons nous comprendre tout compte fait, nous serons obligés de nous retrouver autour d'une table. Ce sont les mêmes Nigériens. Nous allons échanger pour trouver une solution. À noter enfin qu'actuellement le Niger fait face à un défi énorme qui demande l'implication de tous. Le temps n'est pas à l'affrontement entre Nigériens pour des considérations politiques. Il va juste falloir que les Nigériens s'unissent pour surmonter le défi. Alors professeur, je reviens avec vous sur ce plateau. Ça fait donc un mois que les autorités du CNSP sont à la tête du pays. Un mois, mais jusqu'ici, elles n'ont pas eu, en tout cas, on va dire, l'assentiment de la communauté internationale, la CEDEAO avec sa menace d'une intervention militaire, et puis cette tension diplomatique entre le Niger et la France, le Niger qui somme l'ambassadeur français de quitter, la France qui rétorque qu'il ne va pas quitter parce que ces autorités n'ont pas qualité pour agir carrément, hein. Ils estiment que ce ne sont pas des autorités légitimes. Comment vous voyez l'évolution sur là, au vu notamment de la balise que le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Abdraman Tiani, a plus ou moins dressé, à savoir la mise en place bientôt d'un dialogue national pour tracer les contours de cette transition et sa durée. Il s'est même avancé à estimer qu'elle ne doit pas aller au-delà de 3 ans. Comment vous voyez l'évolution dans les prochains mois, dans les prochaines semaines? Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais dire aux Nigériens qui nous écoutent de ne donner aucun prétexte aux Français pour intervenir. Ah oui, comme ça a été vu dans leur rapport. Voilà, donc tirant les leçons de la Côte d'Ivoire, de la Libye et d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas commettre cette erreur. Maintenant, dans ce qui est mis en avant, il y a, comme je l'ai dit, des prétextes juridiques fallacieux, donc ramener l'ancien président M. Bazoum au pouvoir. Je pense que ça, c'est un pis-aller, c'est juste un prétexte qui n'arrive pas à prospérer parce qu'il y a justement deux versants au niveau de votre question. Le premier, et contrairement à ce que vous dites, les peuples du monde entier ont pris fait et cause pour cette révolution qui se joue au Niger. C'est vraiment une partition, c'est vrai, qui se joue ici, mais qui a des échos et qui a des relents partout sur cette planète. Pour une fois, on voit un peuple qui essaie de se libérer, de se déchaîner, d'enlever les chaînes dans lesquelles il se trouvait depuis beaucoup d'années, en particulier depuis une douzaine d'années, par la volonté de l'ancien président M. Mamadou Issou. Maintenant, sur le plan diplomatique, je pense que les autorités ne sont pas encore, loin s'en faut, isolées. Parce que la plupart des parlements de la CEDEAO
sont contre l'intervention militaire. Donc finalement, dans l'immensité de la CEDEAO, il n'y a que 4 présidents qui souhaiteraient intervenir militairement. Et qui sont ces présidents? De quelle légitimité aujourd'hui peut se prévaloir Macky Sall, ni Alassane Ouattara, et même Tinubu? De quelle aujourd'hui légitimité il peut se prévaloir? D'abord qu'il assoie la gouvernance chez lui. Maintenant que le pauvre Talon, qui est juste à 2 jets de pierre du Niger, s'agite pour qu'il y ait une intervention, c'est qu'il faut tout relier et mettre en adéquation avec la volonté et leur internationale, en particulier française, et leur volonté de servir mieux la France que leurs propres concitoyens. Parce que tous les peuples, et je pense que les Nigériens doivent aussi faire la distinction entre les chefs d'État en guerre et les peuples, parce que les peuples sont les mêmes, ils ont pris fait et cause, ils défilent, que ce soit à l'international ou ici au Niger, pour montrer qu'ils sont avec le peuple nigérien. Maintenant, il y a l'épouvantail, c'est la France qui risque de perdre l'Afrique sahélienne. En particulier, elle a bâti sa toute-puissance au Niger avec des hommes qui lui sont acquis, l'ancien président et vraisemblablement aussi le président Bazoum. Tout cela est en train de s'écrouler comme un château de cartes, et c'est cela, cette humiliation que la France, c'est une humiliation, il faut le dire, n'arrive pas à digérer. Et à cette humiliation s'ajoute le fait que son ambassadeur est déclaré persona non grata. Ça rajoute, donc il y a une France qui est blessée, une France qui veut en découdre et qui attend le simple prétexte qu'elle n'arrive pas à avoir, en tout cas jusqu'aujourd'hui. Avant de vous prononcer justement sur la suite de ce que va être cette transition avec tout ce que le général Tiani a annoncé, si on revient sur toujours cette question de relation, vous estimez alors donc le soutien populaire qui est incontestable, dont le CNSP bénéficie aujourd'hui, au-delà même, comme vous l'avez dit, des frontières nationales, est-ce qu'il est suffisant pour lui de bien s'asseoir, de bien s'installer? Ils ont quand même besoin d'une certaine caution à l'international. Je parlais de façon diplomatique, ils ont besoin des autres pays aussi, le Niger, de façon générale. Je pense que le droit international, il est assez souvent, je le dis, à géométrie variable. Mais que ce soit les Nations Unies, l'Union africaine et même la CEDEAO n'ont pas acté cette volonté d'intervenir militairement. La CEDEAO, en principe, dans son architecture de paix, il y a ce qu'on appelle les forces prépositionnées, qui sont capables d'intervenir en cas de menace. Mais depuis 12 ans, combien de menaces il y a eu? Au Mali, au Burkina, au Niger, mais ces forces, qu'est-ce qu'elles ont attendu pour intervenir? Ça veut dire que ces forces n'existent pas. Maintenant, pour intervenir militairement, il faut qu'il y ait de la logistique. Et la guerre, elle coûte cher. Je ne vois pas le petit Bénin mettre les moyens pour intervenir, pas plus que le Sénégal. Et je pense que si la CEDEAO devrait intervenir, c'est beaucoup plus au Sénégal qu'au Niger. Donc, il y a cet aspect qui est là. Maintenant, la mobilisation, elle est réelle. Il y a une appropriation nationale, une appropriation personnelle et surtout populaire, puisque c'est le mot que je cherche, de ce qui se passe au Niger, où pour une fois, les gens se sentent réellement en démocratie. C'est vraiment paradoxal. Pendant 12 ans, pendant 10 ans, on dit on vous interdit de marcher. Alors que tous les textes de la République vous donnaient ce droit. Alors donc l'humeur d'un individu était au-dessus des textes, et c'est les mêmes textes-là qu'on veut réhabiliter et ramener les mêmes auteurs. Je pense que ce qui est clair, c'est à la limite impossible de faire marche arrière pour ramener le président Bazoum. Et qu'il devrait lui-même tirer les conséquences de toutes les intrigues qui ont entouré ce coup d'État et sortir grandi avec le Niger dans cette épreuve qui dure depuis un mois quand même. Voilà. Mais tout de même, toujours sur cette question de caution, les nouvelles autorités ont tout de même besoin d'une certaine caution à l'international.
Oui, elles ont besoin d'une caution à l'international. Qui n'arrive pas jusqu'ici encore. Oui, encore faudrait-il chercher les bonnes ramifications. Si vous prenez les peuples, ils ont pris fait et cause. Mais il faut une bonne diplomatie, il faut aller aussi au contact des uns et des autres et maintenant voir comment rallier la communauté internationale. Maintenant, l'élément réjouissant, c'est qu'au moins la diplomatie américaine n'a pas tourné aux nouvelles autorités, auquel cas ça allait être assez compliqué pour elles. Mais c'est tout de même possible, vous pensez? C'est possible puisque dans la déclaration du 26 plutôt, le CNSP dit être respectueux de tous les différents engagements internationaux auxquels le Niger a souscrit. Oui, alors je ne vais pas être le porte-parole de ces autorités avec lesquelles je n'ai aucun contact, mais ce que je peux dire, c'est que l'agenda qui est le leur, il est chargé. Parce que l'épouvantail, c'est vraiment casser la corde avec la tutelle française. Le combat prioritaire qui est devant ces autorités aujourd'hui, c'est comment faire partir ces bases, en particulier françaises. Maintenant, une fois que la menace est éloignée, je pense que ça laisserait beaucoup de place aux discussions à l'interne comme à l'externe. Voilà, justement sur les discussions à l'interne, on va finir là-dessus. Comment vous entrevoyez ce dialogue qui devait donc dessiner les contours de cette transition, sa durée aussi, comment vous entrevoyez tout cela? C'est une très bonne question. Moi, le point de départ, c'est... alors, quand on prend l'ordonnance 2023-02, étrangement, elle ramène à la dernière transition de 2010. Et cette transition, elle était basée sur un certain nombre d'objectifs. Donc, le retour de la démocratie, il y avait l'assainissement, et puis bon, les élections, etc., etc. Et tout cela, à l'époque, je m'amusais à dire que les 3 objectifs, ou 4, chacun aurait besoin peut-être d'au moins 6 à 12 mois. Maintenant, cumulativement, ça pouvait prendre un peu plus de temps que les 18 mois impartis. Alors là, on a un pays qui est sorti, qui revient de très loin, qui a été mis à l'arrêt juste pour satisfaire une chapelle et un nom. Ce pays s'est libéré avec tous les problèmes, comme si en 12 ans, presque rien n'a été fait. La démocratie nigérienne, elle était finalement une démocratie électorale. Il n'y avait plus rien de démocratique pendant 12 ans. Donc, moi, je pense que le dialogue national, c'est quelque chose d'utile. Et on se rend compte que les Nigériens, finalement, quand bien même on a voulu les diviser, les opposer, on l'a fait d'une certaine façon, mais le peuple est dynamique. Et que les différentes priorités, pour moi, d'abord, il y a une nouvelle gouvernance vraiment à mettre en place. Et ça, sur tous les plans. Deuxième chose, l'assainissement, je pense que le Niger a été beaucoup grugé à l'intérieur comme à l'extérieur pendant toute cette décennie et qu'il va falloir rentrer l'État dans ses droits. Autre élément, moi, je n'ai jamais été, je ne suis pas pour la chasse aux sorcières. Quand on a exercé des responsabilités, on doit rendre compte. Et ça, je pense qu'il faut que les Nigériens le comprennent, ça ne doit pas être une chasse aux sorciers. Il y a aussi tous les, et ça je n'ai cessé de le dire pendant une décennie, tous les prisonniers politiques, prisonniers d'opinion, que même le président Bazoum aurait dû libérer, qui croupissent toujours en prison. Je pense qu'il y a des mesures urgentes dans ce sens. Maintenant, les élections, donc le retour à la démocratie, doit être un vrai retour. Puisque il ne faut pas qu'on bouscule les Nigériens pour directement aller aux élections et revenir à la case de départ. Je pense que ça ne serait pas utile pour le pays
et pour les différents responsables. Donc, même au niveau des partis politiques, je pense qu'il y a un toilettage à faire et peut-être même un certain assainissement, parce qu'on a vu que les partis ont été capables de bloquer le pays. Est-ce que, et je me pose la question, il ne serait pas temps de, comment on dit, faire table rase de toutes ces formations politiques et revenir, on va dire, au point de départ pour asseoir des véritables formations politiques respectueuses du Niger, respectueuses du Nigérien et surtout des formations politiques qui mettraient en avant le Niger et non les intérêts de quelques individus qui sont là encore vraisemblablement aux aguets. Alors, tant de chantiers, hein, alors, mais est-ce que, puisque l'idée, semble-t-il, c'est de faire ce dialogue autour d'un mois, donc 30 jours encore, avec tous ces chantiers, un mois, est-ce qu'un mois peut permettre de baliser tout cela et de façon plus globale, pour mettre en route tous ces chantiers, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a annoncé 3 ans maximum. Peu ou trop, vous estimez? Alors, je vais vous dire, pendant 12 ans, il n'y a pas eu de dialogue. Il n'y a jamais eu de dialogue. Il n'y a jamais eu de volonté de dialoguer. Non pas que les acteurs ne voulaient pas, mais il y avait juste une personne qui n'en voulait pas et qui a imposé ce non-dialogue. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut dialoguer avec tous ceux qui ont envie de dialoguer. Et je pense que les uns et les autres sont ouverts au dialogue. Prenons la réunion des municipalités et des régions. Oui, d'hier. Donc la plupart des élus sont d'une formation politique ou en tout cas de ce qui était l'ancienne majorité. Eh bien, élus de proximité restent élus. Et élus de proximité, donc proches des gens, et on voit à peu près la sensibilité des uns et des autres. Donc les gens ne sont pas fermés vraisemblablement au dialogue à la base. Mais le problème cloche au sommet avec un certain nombre de leaders. Je pense, moi, la suspension des activités politiques, elle est importante aujourd'hui. Et qu'il faut voir ce dialogue politique. Comment il va être mené. Et je pense que peut-être les militaires ont déjà mis en place des comités pour réfléchir, identifier qui devrait jouer quel rôle et le moment venu peut-être donner la composition. Et je voudrais aussi suggérer que les militaires eux-mêmes participent de manière active à ce dialogue politique qui doit être inclusif. Aujourd'hui, le coup d'État est acté. Les uns et les autres doivent songer à l'avenir du pays qu'à des intérêts personnels ou à un retour en arrière qui est hypothétique. Voilà, merci beaucoup vraiment, professeur Issoufou Yaya, de passer sur ce plateau, nous apporter tous ces éclairages-là après un mois donc de gestion du pouvoir par les nouvelles autorités, les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP. Merci vraiment d'être passé. Et nous allons donc justement clore ce journal avec cette activité de salubrité organisée ce matin au niveau du cimetière de Yantala. C'est une activité à l'initiative d'un groupe de jeunes du quartier Yantala justement pour rendre justement cet endroit salubre. Le résumé de cette activité avec nos reporters Moucharaf Jubo et Aboubakar Souley. Moucharaf Jubo était un étudiant donc stagiaire de l'ESCOM ici à la télévision Labari. Le cimetière est la dernière demeure de tout être humain sur Terre. Mais en cette saison pluvieuse, les herbes poussent sur les tombes, occasionnant leur effondrement. Au cimetière musulman de Yantala, certains citoyens de Niamey s'y rendent chaque dimanche pour travailler d'arrache-pied afin de mettre le cimetière dans un état propre. L'objectif pour nous, juste, c'est pour que l'endroit soit propre là où on enterre. Vous voyez surtout que c'est la saison pluvieuse. Il y a la paille un peu partout, donc c'est ça, nous, on vient balayer. L'état d'avancement, ça marche lentement mais sûrement. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de gens. On a scindé en 2 groupes. Les femmes sont de l'autre côté pour remplir les trous. Et nous sommes là, c'est là où on est en train d'enterrer les gens. Donc on ne veut pas que les femmes viennent ici. Donc nous, on vient pour arranger. Notre appel que les gens viennent chaque dimanche. C'est un endroit, tu viens à l'heure que tu veux et tu descends à l'heure que tu veux. Il n'y a pas de pression, il n'y a rien. Tu viens, tu peux pisser billahi. On a des matériels, alhamdoulilah, Dieu merci. Les bonnes volontés, vraiment, ils nous ont aidés. On a beaucoup de matériel, vraiment. C'est la latérite qui nous manque.
trinquer et le sable. Et des gens qui amènent la latérite, si c'est possible, ils peuvent nous appeler pour que nous venons pour les montrer là où ils vont verser. Pour les responsables de ces travaux, ils ont besoin de machettes pour couper les herbes, du sable, de la latérite pour rembrer les trous et de la nourriture pour encourager les travailleurs. Nous avons besoin de l'aide car il est difficile de couper les herbes. On a besoin des machettes, du sable et de la latérite. On demande à la population de venir faire ce travail. Avant, c'est les forces de défense qui viennent nous aider. Mais maintenant, ils sont occupés. Nous n'avons d'autre endroit qu'ici. Vraiment, on demande à la population de venir massivement, surtout les hommes, pour que nous puissions faire le travail. Comme le dit l'adage, un jour on est sur terre et le lendemain on est sous terre. Alors, l'entretien de notre dernière demeure reste une nécessité impérieuse, d'où l'appel pressant et urgent qui est lancé à l'endroit de la population de Niamey pour sortir massivement chaque dimanche pour rendre le cimetière propre qui est notre bien commun. Voilà, c'est sur ce donc que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.